Vous êtes jeune et vous connaissez probablement cette définition de la jeunesse qui est « on est jeune tant qu'on se croit éternel et invincible ». Et donc, tant qu'on est éternel et invincible, n'importe quel problème dont on peut vous parler, c'est même pas peur. Voilà. Donc, normalement, même pas peur. Alors voilà, ce que je vais essayer de vous expliquer ce matin, c'est que transitionner sur un truc qu'on n'est pas capable de définir, c'est quand même un peu problématique. Et donc, ce que je vais essayer de vous montrer ce matin, c'est de quoi on parle quand on parle du problème à traiter. Donc, je ne vais pas beaucoup vous parler de solutions. De toute façon, ça va vous occuper jusqu'à votre mort. Donc, voilà, comme ça, vous aurez un peu de travail. Par contre, je vais essayer de vous donner quelques éléments de cadrage sur le problème à traiter. Vous allez voir qu'il est malheureusement beaucoup moins simple que l'idée qu'on peut s'en faire quand on lit le journal. Vous travaillez un certain nombre de vos anciens. Non, pardon, je ne veux pas être désagréable. Donc, si je regarde ce que vaut l'énergie en termes de facture, c'est quelques pourcents de nos dépenses. Et à ce moment, homo economicus rationalus va se dire, si c'est quelques pourcents de mes dépenses, je vais y passer quelques pourcents du temps, fermer le banc, le reste du temps, je m'occupe de choses sérieuses. Et c'est très exactement comme ça que résonne la quasi-totalité du monde des décideurs économiques, politiques et des hauts fonctionnaires. C'est une facture, quelques pourcents de ce qu'on dépense, on s'en occupe quelques pourcents du temps, etc. Alors malheureusement, ce raisonnement est à peu près aussi pertinent que si je vous dis votre cervelle, c'est 2% de votre poids. Et soit dit en passant, chez les hommes, la testostérone, c'est beaucoup moins que 2% du poids. Donc vous pouvez vous en occuper 2% du temps, puis le reste du temps, ce n'est pas la peine. D'accord ? Il est absolument évident que si je vous enlève la moitié de votre cervelle, vous allez avoir quelques petits problèmes dans la vie. Et si chez les hommes, j'enlève la totalité ou chez les femmes, la totalité des estrogènes, je vais un tout petit peu modifier ce qui vous arrive alors que j'ai touché à quelque chose qui représente une infime fraction de votre masse. D'accord ? Donc, ce que représente l'énergie en part de nos dépenses, ce n'est pas le sujet, parce que vous allez vous rendre compte que la totalité de ce qui fait le monde moderne en dépend. Et ces raisonnements économiques en part de camembert masque le lien de dépendance d'une part de camembert à une autre part de camembert. Il y a une autre ânerie qu'on cite couramment qui est l'agriculture, c'est 2% du PIB, donc si on s'en passe, c'est pas très grave. Enfin, sauf que si vous arrêtez de manger, les 98% restants du PIB, vous pouvez les oublier aussi. On avait des travaux publics 100% renouvelables, donc le canal de Suez et les voies romaines, on les faisait à la pelle et à la pioche, et on s'est dit non quand même, pour faire rapidement des ronds-points, très importants les ronds-points dans ce pays, c'est beaucoup plus efficace d'avoir des travaux publics fossiles, et donc on a utilisé les travaux publics fossiles. On avait une construction 100% renouvelable, un siècle pour faire Notre-Dame, en version 1, en version 2 ça ira plus vite quand même. Donc en fait l'énergie, c'est ce qui nous a permis d'être Superman pour de vrai. C'est ça que je vais vous expliquer à partir de maintenant, et c'est bien pour ça que la drogue est si douce, et que c'est si difficile de s'en passer. C'est ça, l'énergie. Donc c'est une grandeur physique, avant d'être un sujet de débat politique. Or, les grandeurs physiques ont une très mauvaise idée, c'est d'être régies par des lois qui ne dépendent pas de nous. D'accord ? Donc si vous avez envie, parce que c'est dans un programme politique, de changer la loi de conservation de l'énergie par un vote à l'Assemblée nationale, parce que vous vous dites que ça ferait bien dans un programme politique, vous pouvez toujours y aller, je parie toutes mes économies contre qui veut, que vous n'y arriverez pas. Parce que l'énergie, encore une fois, c'est une grandeur physique régie par des lois qui ne dépendent pas de nous. C'est très désagréable d'avoir des trucs qui ne dépendent pas de nous. Hein. Alors il y a une loi cardinale en physique qui régit l'énergie qui s'appelle la loi de conservation. Alors le dictionnaire est bien fait, la loi de conservation, elle dit un truc très simple, elle dit dans un système qui ne communique pas avec l'extérieur, la quantité d'énergie reste rigoureusement constante au cours du temps. C'est pas je te fais 10% en plus, en moins, si je suis un bon négociateur. Non, non, c'est rigoureusement constante. Qui connaît ici la puissance d'une ampoule électrique à incandescence? Non, personne n'a acheté d'ampoule dans cette salle? Il n'y a pas une personne qui sait ce que c'est que la puissance d'une ampoule à incandescence? Combien? Oui, c'est ça. L'ordre de grandeur, c'est quelques dizaines de watts. Ça se balade entre 10 et 100 en ordre de grandeur. Engin de travaux publics, il développe la même puissance que quelques milliers de paires de bras. C'est grâce à ça qu'aujourd'hui, on fait les ronds-points magiques en quelques mois ou en quelques semaines, ou même parfois en quelques jours, alors qu'avant, il fallait des années de travail avec les pelles et les pioches pour arriver au même résultat. Cet exposé, c'est un monde dans lequel notre pouvoir d'achat il est divisé par n'importe quoi entre 5 et 40. Donc on peut très bien le faire, il n'y a strictement aucun problème, hein, je veux dire physiquement on peut le faire. Ça n'est sûrement pas un monde qui correspond à la situation économique actuelle. Alors qui par ailleurs ne va pas durer non plus, donc ça, finalement peut-être qu'on va y arriver quand même. Vous voyez là l'importance quantitative des ENR dans le monde par rapport aux autres formes d'énergie. À l'évidence, ça n'est absolument pas reflété par l'importance de ces sujets-là dans la pagination du journal.
Et donc, je vais être un peu taquin avec vos anciens qui travaillent dans les médias et vous donner quelque chose que j'espère vous allez garder en mémoire parce que ça sera très utile pour piloter votre vie future, quoi que vous fassiez. Ne prenez jamais ce qu'il y a dans la presse comme une source opposable. Je répète, non, c'est bon. Ne prenez jamais ce qu'il y a dans la presse comme une source opposable. La presse, c'est la fin d'un téléphone arabe. Qui a déjà joué au téléphone arabe dans cette salle quand il était petit? Alors, parmi les mains qui se lèvent, qui a constaté qu'à la fin de la boucle du téléphone arabe, on avait toujours, dans tous les cas de figure, strictement la même chose qu'au début? On est d'accord? Personne. Si? Une fois? Vous y avez joué combien de fois? Une fois et avec 3 personnes, non? Bon. Voilà. Donc la presse, c'est la fin d'un téléphone arabe dont vous ne connaissez ni le nombre de maillons, ni la qualité de la transmission entre chaque maillon, ni la source de l'information pour le premier maillon de la chaîne. Et comme vous le savez, la résistance d'une chaîne, c'est la résistance de son maillon le plus faible. Donc à partir du moment où vous ne savez pas ce que vaut l'information de départ et où vous ne savez pas ce que vaut la qualité de transmission de l'information d'un maillon à l'autre avant que ça arrive aux journalistes, vous ne savez pas quelle est la fiabilité de l'information que vous avez en face de vous. Donc je le répète, et c'est particulièrement vrai pour les sujets techniques, ne prenez jamais ce qu'il y a dans la presse comme une source opposable. C'est très agréable de vous dire ça. Ça veut dire que le boulot que vous pensiez pouvoir vous éviter de tri et d'analyse et de hauteur de vue sur l'information est fait par quelqu'un qui va bien le faire. Eh bien, manque de peau, ce n'est pas le cas. Voilà. C'est utile de le savoir parce que ça vous évitera bien des déconvenus. Le différentiel reste encore en faveur des énergies fossiles. Alors, je vais vous le dire d'une autre manière, ce n'est pas moi qui ai inventé ça, mais je trouve ça très rigolo. Si vous buvez une bouteille de whisky par semaine, et que votre médecin vous dit vous devriez quand même y aller mollo, vous dites pas de problème, je passe à 1,2 bouteilles de whisky, mais je rajoute un verre de jus d'orange. Est-ce que vous pensez que votre foie voit sa condition s'améliorer? C'est exactement ce que nous avons fait sur les 18 dernières années. Nous sommes passés de 1 bouteille à 1,5 bouteilles de whisky, en rajoutant un peu de jus d'orange et de vitamine C par-dessus. Mais tous les autres modes sont thermiques. Ce qui veut dire, soit dit en passant, que tous les autres modes, c'est des machines de Carnot qui ont besoin de sources froides. Donc toutes les centrales thermiques en bord de rivière ont ces grandes tours de refroidissement qui, en France, sont l'emblème de la centrale nucléaire. Sauf que si vous allez voir une centrale en bord de mer, il n'y a pas ce genre de truc. Donc vous allez à Panly, il n'y a pas de tour de refroidissement pour une centrale nucléaire. Par contre, si vous allez voir une centrale à charbon allemande en bord de rivière, vous avez cette grande tour de refroidissement. Donc ces grandes tours de refroidissement, ce n'est pas l'emblème de la centrale nucléaire, c'est l'emblème de la centrale thermique en bord de rivière. Voilà. Autre chose que la presse vous assimile, alors que ce n'est pas une bonne assimilation. L'assimilation, c'est tour de refroidissement, centrale thermique. Ce n'est pas tour de refroidissement, centrale nucléaire. Alors maintenant, je vais vous parler un peu d'économie. Parce que dans le système physique que je vous décris, en fait, ce système physique, on ne le voit pas au quotidien, parce que ce que vous allez manipuler au quotidien, ce n'est pas des kilowattheures. Vous n'arrivez pas chez le marchand de carottes en disant « Bonjour, je voudrais des carottes, ça vaut combien de kilowattheures » Marchand de carottes, vous lui dites « Bonjour, je voudrais des carottes, ça vaut combien d'euros » Donc, en fait, le seul indicateur quantitatif que vous manipulez tous les jours, c'est des euros. Vous êtes d'accord avec moi? Vous en manipulez un autre qui est le temps. Celui-là, il est purement physique. Et même en payant très cher, on ne fait pas passer les journées à plus de 24 heures. Donc ça, on s'en rend bien compte. Mais par contre, l'indicateur quantitatif que vous allez manipuler le plus souvent, c'est les euros. Les ressources naturelles, c'est gratuit. Les ressources naturelles, c'est gratuit. Donc 20% d'oxygène dans l'air, c'est gratuit. Pourtant, si je retire 20% d'oxygène dans l'air, vous êtes d'accord avec moi que le PIB tombe à zéro. Parce que vous mourrez tous. Et toutes. On est d'accord là-dessus? Donc voilà quelque chose qui est indispensable à l'existence d'une activité économique et qui est invisible dans nos comptes. Je vais vous donner un autre exemple. Le pétrole est gratuit. Il délire complètement. Comment ça, le pétrole est gratuit? 1,50 €, les gilets jaunes... Non, le pétrole est gratuit. La formation du pétrole n'a pas coûté un centime à qui que ce soit dans cette salle. La formation du pétrole, c'est de la vie ancienne qui ne vous a rien coûté, de la fossilisation par la géothermie et la tectonique des plaques qui ne vous a rien coûté, et tout ce que ça coûte, le pétrole, c'est de se baisser pour aller le ramasser. Donc quand vous payez le pétrole, ce que vous payez, c'est les ingénieurs de feu, les fleurons français, Technip et Schlumberger, qui sont maintenant passés américains, puis les ingénieurs de chez Total, puis le consentement à se défaire du pétrole ou les chars et les avions que vous envoyez, ça dépend des versions, des gens qui en ont. C'est ça que ça vous coûte. À aucun moment, vous n'avez payé le pétrole lui-même.
Alors si c'est gratuit, la diminution de cet actif vaut 0. Donc ça vaut 0. Par construction. On est d'accord? Ça vaut 0 par construction. Il y a quand même un mec qui a eu le so-called prix Nobel d'économie pour avoir fait une fonction de dommage là-dessus. Alors une fonction de dommage sur un truc qui vaut 0 par convention, c'est ça. Ça ne mérite pas un prix Nobel. Mais c'est exactement, ça mérite une blague, mais ça ne mérite pas un prix Nobel. Donc la Terre vaut 0. Alors pour ceux d'entre vous qui ont quelques notions de base de comptabilité, ça revient à dire que nulle part dans la formation des prix, nous n'avons une dotation aux amortissements pour diminution des ressources naturelles. Nulle part. Donc l'économie qu'on va vous apprendre ici, je suis désolé d'être très désagréable avec la puissance invitante, elle est basée sur un système de pensée qui se résume à ça. Vous avez deux facteurs productifs qui sont le travail et le capital humain, et ça permet de remplir le supermarché. Et si le supermarché n'est pas assez rempli, c'est-à-dire que le pouvoir d'achat n'est pas assez haut, on botte le cul des gens qui ne veulent pas travailler, on botte le cul des banquiers qui ne veulent pas investir, et le système est censé repartir. Alors ça fait 10 ans qu'on fait ça dans ce pays, et ça fait 10 ans que, comme disait ma fille quand elle avait 2 ans et demi, ça mieux pas. Si ce n'est pas comme ça que ça se passe, c'est probablement que la représentation du système n'est pas la bonne. Et de fait, la représentation du système n'est pas la bonne. De l'économie. Et là-dedans, le capital, il existe bien. C'est une boucle interne au système. C'est-à-dire que cet immeuble, qui est un élément de capital, a été fait exactement comme vos vêtements qui n'en sont pas normalement, c'est-à-dire en transformant des ressources naturelles. La seule différence, c'est que ça ne s'use pas quand on s'en sert, c'est-à-dire que normalement, cette salle ne s'écroulera pas pendant qu'on y est. Ici, ça se passe, ça fait les gros titres des journaux, pour une fois, à raison. Alors, ça résout le problème des élections. Vous voyez, c'est ce que je vous ai mis là. Parce qu'il n'y a pas besoin de promettre la croissance, il n'y a pas de croissance. Mais vous noterez aussi, vous qui allez faire des études qui sont associées à cette affaire-là, que vous n'avez pas non plus de démocratie. La démocratie, comme vous pouvez le constater aujourd'hui, c'est l'art de promettre plus à tout le monde. Dans un monde sans croissance, c'est arithmétiquement impossible. Donc si je promets plus à ce jeune homme en orange au milieu de la salle, par construction, je promets moins à cette jeune femme en rouge là-bas. C'est par construction. D'accord ? Dans un monde sans croissance, c'est comme ça. Vous avez l'invention par les économistes de la croissance structurelle de long terme. Quelle bonne blague! Quelle bonne blague! Ça n'existe évidemment pas, la croissance structurelle de long terme. Tous les systèmes physiques finissent par revenir à l'équilibre quand ils sont hors d'équilibre. Donc la croissance structurelle de long terme, ça n'existe pas. Pour le moment, nous avons eu une phase transitoire de l'humanité, 1 siècle et demi, c'est court au regard des temps géologiques, avec de la croissance. Vous finirez votre vie dans un monde sans croissance, même moi. Les machines s'en chargent pour nous. On a pu libérer du temps pour faire des études à Sciences Po, à l'X et des tas de choses absolument indispensables comme l'intelligence artificielle dans les services bancaires. C'est quand même essentiel, ce genre de truc, ça mérite beaucoup plus d'argent que la lutte contre le changement climatique. Le reste, ça consomme beaucoup plus d'argent que la lutte contre le changement climatique. Si vous demandez aujourd'hui à un chef d'entreprise qu'est-ce qui est le plus important pour vous, la lutte contre le changement climatique ou le digital, il va vous dire les deux sont également importants. Alors après, vous lui demandez et qu'est-ce qui est le plus important chez vous, le budget informatique ou le budget de la lutte contre le changement climatique? Bon, je connais la réponse. Hein. Vous avez un facteur 1000 entre les deux, voire 10 000. Donc les négociations sociales dans un monde en contraction énergétique, bon courage. Ça va être un peu plus sport que les négociations sociales dans un monde d'abondance. Je crois que c'est à Francis Buick qu'on attribuait cette maxime qui est en période de croissance, il n'y a pas de mauvais manager. Je vous le confirme. Quand on n'a que des problèmes de riches, on s'en sort. Donc, en période de croissance, il n'y a pas de mauvais manager. Ça, c'est absolument certain. Et donc en période de croissance, il n'y a pas non plus de mauvais politique. Distribuer du rap de sucette, n'importe quel crétin y arrive, c'est assez facile. Par contre, distribuer un défaut de sucette, ça, je peux vous dire que c'est autrement plus coton. Pourquoi est-ce que les médias français ne parlent jamais du deuxième problème? Tout simplement parce que pour le premier problème, vous avez de la science en libre accès et des militants qui militent. Or, un journal, il reflète des communiqués de presse. D'accord ? Un journaliste ne se lève pas le matin en disant « Tiens, je vais faire une monographie sur les ressources moyennes des étudiants à Sciences Po ». Il reçoit un communiqué de presse de Sciences Po disant « Cocorico, les ressources moyennes des étudiants à Sciences Po ont baissé de 3%, ça prouve bien qu'on se démocratise ». Et là, à ce moment, il va aller regarder ce qui se passe. Mais jamais il va lui venir l'idée, tout seul, de faire ça. Jamais, jamais, jamais. Donc tout ce que vous voyez dans le journal, je dis bien absolument tout ce que vous voyez dans le journal, vous avez un truc qui en est à l'origine qui s'appelle une dépêche, et à l'origine de la dépêche, vous avez un communiqué de presse. L'AFP, c'est un système entrant.
C'est une gare de triage et un système entrant. Et c'est bien pour ça qu'il y a des services com partout. Si les journalistes savaient tout seuls ce qu'il faut aller regarder, les services com ne serviraient à rien. Ça ne serait pas la peine d'essayer de les orienter dans ce qu'ils vont raconter en leur envoyant des informations, puisqu'ils savent déjà ce dont il faut parler. D'accord ? Et comme le contrôle budgétaire dans les entreprises est un truc bien fait, en général, eh bien, on supprimerait ces gens qui ne servent à rien, puisque ça ne sert absolument pas à faire en sorte que la presse parle de ceci ou de cela. Donc la presse ne parle de quelque chose que parce qu'il y a eu une information entrante. J'insiste vraiment là-dessus. Je vais vous le redire encore autrement. Notre système économique étant un système de transformation, l'économiste peut lui coller des euros, mais le physicien peut lui coller des kilowattheures, ça marche aussi bien. Donc la blague que j'ai faite tout à l'heure en disant vous auriez pu payer vos carottes avec des kilowattheures, oui, vous pourriez parfaitement payer vos carottes avec des kilowattheures. Vous pourriez. Une élasticité, c'est une courbe qui ressemble au trait en pointillé, là. Voilà. Alors là, je vous ai mis sur un siècle, de 1920 à aujourd'hui, la quantité de pétrole disponible sur le marché, c'est en abscisse, et le prix du pétrole par baril, c'est en ordonnée. Est-ce que vous voyez une élasticité ? Parce que quiconque me répond oui a besoin d'aller chez Afflelou. Non, pardon, je n'aime pas de mal. Donc voilà une élasticité. Alors, évidemment, c'est une blague. Il n'y a pas d'élasticité. Et il n'y en a pas, non pas parce que ça me plaît, parce que vous regardez cette courbe et il n'y a pas d'élasticité. L'élasticité de long terme prix-volume sur le pétrole et sur l'énergie en général n'existe pas. Donc, ce n'est pas la peine de regarder les prix pour savoir si ça sera rare demain. Ça ne marche pas. En fait, un économiste qui regarderait ça, il théoriserait ça d'une manière tout à fait différente. Il dirait il y a deux régimes inélastiques. Il y a un régime dans lequel vous avez un volume qui est indépendant d'un prix qui est fixe, puis un régime dans lequel vous avez un prix qui est indépendant d'un volume qui est fixe, et puis on recommence. Voilà la meilleure approximation qu'il vous trouverait. Vous direz il y a deux régimes inélastiques orthogonaux. Et donc la quantité de pétrole qui rentre en Europe a perdu 14% depuis 2006. Qui en avait entendu parler ? Qui pense qu'il y a une autre raison au fait que les émissions de CO2 des transports en Europe aient baissé ? Est-ce que c'est parce qu'on a des politiques intelligentes ? Pas du tout. On a des politiques qui continuent à être parfaitement connes. On vend de plus en plus de SUV, on continue à faire des autoroutes, des aéroports, on va mettre une nouvelle piste à Roissy. Non, on a des politiques qui continuent à être parfaitement connes. Juste, on émet moins de CO2 parce qu'il y a moins de pétrole à cramer. Point barre. Point barre. D'accord ? Par contre, ça fait des gens qui commencent à être privés de pétrole. Ça s'appelle les gilets jaunes et ils ne trouvent pas ça drôle. Et comme on n'avait pas vu le coup venir, on n'a rien prévu. Et on n'a pas vu le coup venir tout simplement parce qu'on ne s'est pas intéressé à la question. C'est pas parce que le coup n'était pas prévisible. Alors voilà la façon dont je vois le problème réglé. Vous avez ici la concentration en CO2 dans l'air depuis 1995, c'est-à-dire la première conférence des parties de la Convention climat. Donc vous voyez, en 1995, la Convention climat est un grand succès puisque c'est la première, enfin la COP est un grand succès, c'est la première, on a enfin une Convention climat qui s'applique et on va enfin résoudre le problème. Après, on a eu Kyoto qui était un grand succès, Copenhague qui était un grand échec, Paris qui est un grand succès, et vous voyez l'évolution des points. Alors moi, je vous pose une question. Quand vous avez en physique une expérience dont vous voyez que le résultat est indépendant de la valeur d'une variable, vous en tirez comme conclusion que cette variable n'intervient pas dans le résultat de l'expérience. Donc, j'en tire une conclusion qui est que ce que la presse dit sur une COP est indépendant de ce qui se passe. Ça n'a aucune espèce d'importance, ce que la presse dit sur une COP. Copenhague, j'y étais pendant les 15 jours, je peux vous dire que c'est tout sauf un échec. Donc, en gros, on connaît très bien le dossier scientifique depuis très longtemps. Les gens qui disent tout ça, c'est des conneries, sont tous des imposteurs. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un imposteur dans le dictionnaire ? C'est quelqu'un qui revendique une légitimité qu'il n'a pas. Qu'est-ce qu'il faut avoir comme légitimité pour revendiquer un avis sur le dossier scientifique ? Il faut soi-même être chercheur et avoir publié dans une revue scientifique à comité de lecture un élément qui invaliderait ce qu'on trouverait déjà dans le dossier. C'est comme ça que ça se passe dans la recherche, ça fait 4 siècles que c'est comme ça que ça se passe. Il n'y a pas une personne, pas un argument avancé par les gens qui disent « c'est pas vrai » qui correspond à cette définition. Pas une, pas un. Donc c'est tous des imposteurs mis en avant par les médias qui adorent les combats de coq. C'est juste ça. Hein, vous aurez compris que j'aime beaucoup les médias. Mais c'est exactement ça. Quand vous voyez le système de l'intérieur, c'est exactement comme ça que ça s'organise. Ça fait des décennies qu'on raccourcit les échéances partout.
On avait des sociétés patrimoniales qui regardaient quand même un peu plus loin que le bout de leur nez. On a maintenant des sociétés cotées en bourse où on s'excite parce que le cours de bourse a varié en 24 heures. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Aucune espèce d'importance. Du reste, si on voulait régler... un des trucs à faire dans le monde économique, si on veut régler le problème du changement climatique, c'est de supprimer la cotation en continu des entreprises. Alors, ça défrisera certains d'entre vous qui veulent aller bosser comme Kant, je ne sais pas où, en gagnant plein d'argent, mais c'est évident que ça fait partie des trucs à faire. Donc, lutter contre le changement climatique, ce n'est pas, de mon point de vue, un truc sympathique à faire, en plus des comptes trimestriels qui sont quand même vraiment l'urgence du moment. C'est vraiment quelque chose qui, si on ne le met pas au centre, est en fait lutter contre la contraction de l'environnement au sens large. C'est-à-dire le fait qu'il faut faire tenir 8 milliards de bonshommes sur une planète qui fait toujours 13 000 km de diamètre aujourd'hui, comme elle le faisait il y a 3 siècles. Hein. Ça n'a pas changé, ça. Et avant qu'on vous envoie tous sur Mars en prenant un billet chez Elon Musk, il va se passer du temps. Hein. Ouais, je vais vous assurer que son fournisseur de cocaïne est plus fiable que ses plans pour déplacer l'humanité. Bon. Donc, oui, il est connu pour ça. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de se focaliser sur le PIB. On peut continuer à le compter. De toute façon, il est indispensable. C'est la base fiscale, etc. Il faut juste arrêter d'incarner tout le bonheur de l'humanité là-dedans. D'accord ? Je ne suis pas sûr que ça vaille le coup de mesurer le bonheur autrement qu'en demandant aux gens est-ce que vous êtes contents. Je suis assez trivial de ce point de vue. Il faut avoir des proxys. Pas une religion, mais c'est un travail qu'on a fait au Shift Project. On a fait avant les élections présidentielles, et du reste, il y a un certain Emmanuel Macron qui nous a dit que notre travail était formidable. Mais bon, certains d'entre vous iront peut-être bosser dans les cabinets ministériels où ils répondront « vos idées sont formidables » à tous les gens qui écrivent. Hein, donc voilà, ça fait partie des jobs qu'on trouve dans ce genre d'endroit. Ça veut dire que vous n'entendrez plus jamais parler de moi, je vous précise. Alors là, je vais donner un ton très optimiste à ce que je vais dire. Nous avons la chance en France d'être le seul pays communiste d'Europe de l'Ouest. Nous sommes le seul pays communiste d'Europe de l'Ouest. On veut que tout le monde soit égal, on veut que tout le monde ait la même chose, on est égalitaire. Nous sommes le seul pays communiste d'Europe de l'Ouest. Donc on s'est un peu oublié à cause des économistes de Boston dans l'économie de marché, mais c'est une connerie, parce qu'on a perdu ce qui faisait notre force. Et il se trouve que le problème de long terme que j'ai évoqué demande une réponse de long terme, et c'est un truc qui s'appelle la planification. Or, les Français sont très très bons à ce jeu-là. Du reste, on a été des grands exportateurs de planification. Donc, voilà, donc il faut comprendre d'où vient le problème pour avancer. Alors, les lectures sur d'où vient le problème, elles sont un peu disparates, malheureusement. Il y a pas de... Aujourd'hui, on est un peu obligé d'aller à la pêche. Mais il faut bien comprendre, et derrière, comme vous êtes des gens intelligents dans cette enceinte, parce que vous avez sélectionné pour ça, une fois que vous avez compris d'où vient le problème, vous comprendrez assez naturellement autour de quoi tourne la solution. N'allez pas pêcher la définition du problème dans la presse, c'est le seul conseil que je vous donne. Il y a un philosophe, je ne sais plus lequel, je me demande, c'est pas Hans Jonas, qui a dit « tout ce que nous pouvons, nous le ferons ». Et en fait, c'est une manière de dire on est constamment en train de se demander ce qu'on pourrait faire d'autre que ce qu'on fait déjà. On est câblé comme ça, donc ça ne vous empêcherait pas. Les problèmes que je viens d'évoquer, et c'est un des fondateurs de Paris Dauphine qui m'a dit ça un jour, il s'appelle Ivar Ekland, qui est un Norvégien, qui a été un des présidents de l'université, qui est un mathématicien norvégien, brillant, et qui a dit « Jamais nous ne résoudrons le problème », donc ça va rebondir sur votre première question, « Jamais nous ne résoudrons le problème du changement climatique en faisant un problème économique, il faut que ça devienne un problème éthique. » Dit autrement, vous ne vous mettez pas les doigts dans le nez quand vous êtes invité chez votre belle-mère, pas parce que vous n'êtes pas capable d'en payer le prix, juste parce que ça ne se fait pas. Je ne crois pas une seule seconde au fait que si les Français commencent à faire des trucs intelligents, et soit dit en passant, on ne sera pas les seuls, même si on est les plus intelligents au monde, à faire des trucs intelligents, je ne crois pas une seule seconde que les autres ne vont pas faire pareil à un moment. J'y crois pas une seconde. Donc, on a imiter les Américains pour tout un tas de trucs cons, je ne vois vraiment pas pourquoi le reste du monde ne pourrait pas imiter les gens qui font des trucs intelligents. Je ne vois vraiment pas. Donc l'argument qui consiste à dire on va être les seuls à s'agiter dans notre coin, j'y crois pas une seconde. Parce que la nature humaine est une nature mimétique, voire moutonnière dans un certain nombre de cas de figure. C'est bien pour ça qu'il y a des effets de mode. Et j'ai dit à Édouard Philippe le jour de l'installation du Haut Conseil, moi si j'étais toi, c'est 25 milliards, je mets une croix. Donc il y a quelques antinucléaires qui vont gueuler dans le monde pendant 15 jours, très bien, grand bien leur face. Et avec ces 25 milliards, 24 parce que sinon ma division ne tombe pas juste, je donne 6 000 € de primes à chaque ménage français chauffé au fioul, qui soit dit en passant sont essentiellement les gilets jaunes, pour remplacer sa chaudière à fioul par une pompe à chaleur. D'accord ? 6 000 € par ménage.
Je peux vous assurer que si vous faites ça, une pompe à chaleur aujourd'hui, ça coûte 10 000. D'accord ? Si vous faites ça et que vous faites intervenir le différentiel de prix entre le fioul et l'électricité, ils y gagnent en argent. Vous n'avez plus qu'une solution bancaire à mettre entre les deux, ils y gagnent. Bon. Pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas fait ? Parce que la pédagogie du problème n'a pas été faite, parce qu'eux-mêmes ne comprennent pas le problème à traiter, parce qu'eux-mêmes pensent que d'empêcher les antinucléaires de gueuler dans le monde, c'est plus important que de résoudre en pratique un problème qu'on a avec une fraction de la population qui commence à être des éjectés du pétrole. Voilà, c'est juste ça. Il y avait une solution, je viens de vous la donner. Du pognon, il y en a plein. La preuve, il y a 25 milliards, sauf qu'on ne va pas les mettre au bon endroit. Donc on a un vrai sujet aujourd'hui, j'insiste, je tape à côté de la plaque parce que la plaque n'est pas comprise. Donc je suis fermement convaincu du fait que c'est une erreur politique fondamentale de prendre les gens pour des andouilles. D'accord, merci beaucoup. Eh bien, donc le mot essentiel pour moi, donc vous l'avez dit en filigrane dans votre intervention, c'est d'arriver à faire revenir du sens dans ce qu'on fait. Et là où je suis absolument certain de mon coup, c'est qu'il n'y a pas de sens à augmenter les résultats trimestriels. En tant que tel, ça n'a pas de sens. On s'en fout. C'est pas ça qui... Voilà. Donc il y a plein de trucs qui sont indispensables. Et aujourd'hui, je considère, donc là je vais être un peu taquin aussi avec quelques anciens de cette maison, que les politiques sont devenus paresseux parce qu'ils ne font pas l'effort de concevoir des programmes qui sont résistants aux contraintes et qui portent du sens malgré les contraintes. Donc on vous parle de réformes, on s'en fout des réformes. On s'en fout complètement. La réponse, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, il faut supprimer la cotation en continu des entreprises, comme ça vous supprimerez les 2 minutes de temps d'antenne sur France Info payées avec mes impôts à raconter des conneries. En parler et en parler et en parler. Enfin, je veux dire, je le redis, tant que la pédagogie du problème n'est pas faite, vous savez, mon père qui était enseignant disait l'enseignement est un long rabâchage. Bah oui, l'enseignement est un long rabâchage. Donc en parler et en parler et en parler. Pourquoi l'économie est importante ? Parce que vous entendez parler que de ça quand il est question d'indicateurs quantifiés. Donc en parler et encore en parler. Donc un des trucs utiles que vous pouvez faire, c'est engueuler un journaliste à chaque fois qu'il n'en parle pas assez ou qu'il en parle de travers, et je vous assure qu'il y a du boulot.